Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Tribune Presse. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Abdourahmane Kane. Vous êtes de l'APR, docteur, bonjour. Bonjour, Vous êtes aussi dans le cadre de l'APR, des enseignants de l'APR, c'est bien ça, dirigé par M. Youssou Touré, ministre conseiller. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec nous, Pierre Ahmed Ba, vous êtes ancien chroniqueur du journal Le Pays au quotidien. Vous êtes également docteur S anthropologie. Je rappelle que le docteur Kane est docteur en sociologie. Ça veut dire qu'on aura peut-être une lecture d'un sociologue et d'un anthropologue, c'est toujours bien. Alors Pierre Ahmed, bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver aujourd'hui. Merci. Alors je reste avec vous, je reviens à vous, docteur Abdourahmane Kane. Alors comment va le Sénégal? Je pense que dans l'ensemble, le Sénégal va très bien. Va très bien dans la mesure où nous savons tous ce que nous avons eu à trouver en 2012 quand nous avons pris le pouvoir. Avec toutes les difficultés que nous avons rencontrées, nous avons réussi quand même à mener la barque et puis à maintenir ce qui a été déjà fait et à faire plus. Donc aujourd'hui, par rapport à la demande sociale, je crois que depuis 2012, il y a énormément de choses qui ont été faites. Avec les denrées de première nécessité, aujourd'hui, personne ne peut me dire qu'il n'y a rien qui a été fait avec la diminution de toutes les denrées de première nécessité. En plus de ça, on a eu tout récemment la diminution, n'est-ce pas, de la location qui passe pratiquement de 29%. Pour certaines locations, quelqu'un qui paye 150 000 aujourd'hui paye 100 et quelques mille, 106 000, 105 000. On a eu l'augmentation, n'est-ce pas, des allocations retraite, n'est-ce pas. Aujourd'hui aussi, ça, c'est quelque chose d'effectif. Il y a eu éventuellement beaucoup d'autres domaines où nous avons quand même fait des prouesses, ce qui était très difficile. La politique de bonne gouvernance aussi a été lancée. Nous avons vu aujourd'hui et nous avons compris pourquoi le Sénégal était pauvre. Le Sénégal n'était pas pauvre parce que nous n'avons pas de ressources. Le Sénégal était pauvre parce que tout simplement il était pillé. Donc dans le domaine de l'éducation, éventuellement il fallait faire un assainissement, ce qui a été lancé. Il y a eu un dialogue national qui a été lancé. Aujourd'hui on a vu les travaux que nous avons réussi au niveau de l'université de Dakar, même s'il y a des difficultés parce que tout simplement on ne peut pas construire, on ne peut pas faire un développement sans pourtant qu'il y ait justement, comme on dit souvent, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Mais je crois qu'aujourd'hui, avant de se lancer justement dans cette voie du développement par rapport à l'éducation, par rapport à la santé, par rapport à beaucoup de domaines, il fallait d'abord assainir, parce que c'était le système. Et qui dit système aujourd'hui, dit aujourd'hui une remise en cause de ce qui existait. Donc c'est ce que nous avons fait. Et comme je l'ai indiqué, aujourd'hui, il n'y a aucun domaine, n'est-ce pas, au Sénégal qui a été oublié, à commencer par l'agriculture. On a vu les prix records qu'on a obtenus avec le prix de l'arachide, avec l'accompagnement en équipement qui était de 200 milliards, qui est aujourd'hui passé de 4 milliards, sans compter les fermes agricoles que nous sommes en train de lancer avec les 300 000 emplois que nous comptons aujourd'hui créer avec les fermes agricoles intégrées. Et bien d'autres choses, peut-être certainement, nous allons y revenir tout à l'heure pour montrer quand même que les choses bougent. Alors Pierre Ahmed, vous applaudissez. Le Sénégal va bien. C'est ce qu'il pense. Le Sénégal va bien, mais je vais d'abord procéder à une synthèse de quelques documents, notamment de l'Agence nationale de la démographie et de la statistique, et puis de la direction des études de la prévision et des études économiques. Alors, quand nous lisons les derniers documents qui sont même disponibles sur Internet, je ne comprends pas comment on peut aujourd'hui nous dire que le Sénégal va bien. Le Sénégal va bien, la production de phosphate est passée de 1 142 900 tonnes en 2012, en octobre 2012, à 799 000 tonnes en octobre 2013. Le Sénégal va bien. Le Sénégal va bien, la productivité industrielle a connu un repli de moins 6,4%. On nous dit que le Sénégal va bien. Le Sénégal va bien, et même très bien, selon les dires de mon interlocuteur. Le port autonome de Dakar a enregistré un repli de ses activités de 2,8%. Le Sénégal va bien, la production de ciment a connu un repli de 19,4%, a connu un repli de ses ventes au niveau local de 9,3%, a connu un repli au niveau des exportations de 8%. On nous dit que le Sénégal va bien, les frais d'hospitalisation ont connu une augmentation de plus 2,3%. On nous dit que le Sénégal de maladie universelle. On nous dit que le Sénégal va bien, nous avons une perte de compétitivité de 0,5%. On nous dit que le Sénégal va bien, en définitive, les recettes du Sénégal ont connu une baisse de moins 17%. Comment peut-on aujourd'hui, sauf à prendre ses désirs pour la réalité, tenir ce genre de discours, nous dire que le Sénégal va bien? Ce sont les chiffres, et les chiffres parlent d'eux-mêmes.
je pense qu'il est important aujourd'hui que nous tenions un langage de vérité aux Sénégalais. Je l'ai toujours dit, je le dis encore aujourd'hui. Quand les Sénégalais disent « Dekbi Dafa Maki », ils ne disent pas que le Sénégal se porte à l'image du chef de l'État qui va fort bien, d'ailleurs, qui se porte fort bien. Cela veut dire que c'est à l'image des actes qui sont posés par le chef de l'État qui ne font que amenuire les maigres ressources des Sénégalais. Et qu'est-ce qu'on nous propose? Qu'est-ce qu'on nous propose en réponse à nos plaintes? Et à nos plaintes, on nous pose en réponse des réformettes sur les prix du loyer. On nous propose l'affaire Aïda Diong, et en réalité on ne règle pas les vrais problèmes. Vous savez, la campagne agricole dont on parle tant s'est très mal passée parce que déjà à la base les semences n'étaient pas bonnes et on a imposé aux agriculteurs d'acheter ces semences-là, sinon on ne leur vendrait pas des fertilisants. Les prix des semences sont passés de 6 000 à 10 000, les prix des fertilisants sont passés de 4 000 à 6 000 francs. Et on nous dit que le Sénégal va bien. Moi j'aimerais bien y croire, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Apparemment, vous ne parlez pas du même Sénégal. Oui, c'est tout à fait normal aussi. Parce que comme je l'ai indiqué tout à l'heure, quand tu me parles de baisse des recettes, c'est tout à fait normal. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, l'État a consenti à diminuer 29 milliards, n'est-ce pas, sur les impôts. Donc 29 milliards, quand vous l'enlevez sur les impôts d'un État, effectivement, il y a un gap, n'est-ce pas, il y a un manque à gagner pour l'État. Et maintenant, les autres secteurs dont il parle, l'industrie, la production, ça, c'est pas géré aussi par l'État. Donc aujourd'hui, c'est le privé. Un industriel aujourd'hui est libre, n'est-ce pas, en remarquant par exemple que le marché, la demande n'est pas aussi forte, de diminuer sa production. Ça, je ne vois pas le rapport entre l'État. Maintenant, la diminution des recettes dont il a parlé tout à l'heure, effectivement, les recettes ont été diminuées parce que tout simplement, le président Macky Sall a consenti aujourd'hui à faire, n'est-ce pas, ce qu'on appelle une aide sociale. Donc les impôts, c'est 29 milliards de francs CFA qui ont été consentis aujourd'hui. Tous les travailleurs ont vu leur salaire diminuer. Les locations également, nous les avons diminuées. Ça, c'est un fait. Il faut demander aux Sénégalais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, aucun Sénégalais, quand vous faites, et j'ai lu vos micro-trottoirs que vous avez eu à faire, aucun Sénégalais ne dira que cette diminution-là, ce sont des miettes. Mais malgré tout, pour Pierre Ahmed Ba, c'est une réforme. Oui, mais Pierre Ahmed Ba, c'est pas le Sénégal. Aujourd'hui, il est dans sa position. On est libre. Nous sommes dans un pays démocratique. On est libre de ne pas être d'accord avec les choses, mais les faits sont là. Les faits sont là, ils sont avérés. L'agriculture, je l'ai indiqué aujourd'hui. Quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui, quand nous sommes arrivés, il y avait 50 milliards d'arriérés que nous avons payés. Sans compter l'équipement rural qui était de 200 millions aujourd'hui que nous avons porté à 4 milliards. Sans compter aujourd'hui également le projet des fermes agricoles que nous avons lancé, les intrants, les semences dont il parle. Il oublie que c'est 34 milliards de subventions qui ont été allouées, n'est-ce pas, à ces intrants-là, à ces semences dont on parle. Effectivement, et sans compter aujourd'hui, depuis les indépendances, nous étions dans une politique, ce qu'on appelle d'agriculture vivrière. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, du point de vue stratégique, on ne peut plus vivre, n'est-ce pas, de l'agriculture vivrière. Ce n'est pas possible. Et c'est la raison pour laquelle dans notre politique, n'est-ce pas, agricole, parce que la politique de Yonou Yokoute, tout le monde sait comment ça a été segmenté. C'est Yonou Yokoute, c'est le programme primal d'investissement privé que nous avons lancé et la stratégie nationale de développement économique et social, plus maintenant le Sénégal émergent, et c'est le tout qui englobe, n'est-ce pas, le projet du Yonou Yokoute qui est de 5 000 à 6 000 milliards de francs CFA. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il n'y a aucun secteur qui a été laissé en rade. Mais n'oubliez pas encore une fois, aujourd'hui, je pense que si le régime libéral avait fait quelque chose, aujourd'hui, nous serions en train justement de jouir des privilèges qu'ils nous ont laissés. Mais malheureusement, ce ne sont pas des privilèges. Parce que quand nous sommes arrivés au pouvoir, on avait aujourd'hui une plus-value de moins 53 milliards. N'est-ce pas? Le déficit d'électricité également, on était à 26 milliards, alors qu'on cherchait plus de 100 milliards. L'électricité, depuis quand vous n'avez pas eu des coupures? Ah oui, comment ça a été fait? L'électricité a été stabilisée. L'électricité a été stabilisée. Ça, quoi qu'on puisse dire au Sénégal, c'est pas le bénéfice du plan Takal. Justement, le plan Takal, vous avez vu les restructurations que nous avons lancées également. Les 18 ministres centrales que nous avons lancées, sans compter aujourd'hui, on peut faire une émission rien que sur la politique énergétique. Les 10 milliards que nous avons consentis à la banque justement pour soutenir le solaire. Vous avez vu les lampes solaires, les politiques de lampes solaires que nous avons lancées. La politique également d'électrification rurale avec le solaire que nous avons lancé. Et aujourd'hui, sans compter également beaucoup d'autres choses qui ont été faites. Prenez le cas de l'agriculture. La TVA n'existe plus dans l'équipement de l'agriculture. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, vous pouvez, comme ce que nous avons fait avec l'informatique il y a de cela quelques années, ce que nous avons fait également avec l'agriculture. L'équipement, aujourd'hui, nous avons signé un partenariat avec le Brésil de 44 milliards pour équiper justement ces agriculteurs-là, parce que nous voulons passer justement
de l'agriculture vivrière à l'agriculture agro-business. Et il n'y a que ça qui pourra sortir soit le Sénégal de la léthargie dans laquelle il se trouve. Vous prenez aujourd'hui aux États-Unis ou dans les pays développés, mais c'est une agriculture qui va te nourrir 3 régions. Absolument. 3 régions. Et depuis les indépendances, on est là à distribuer des subventions, etc. On a des paysans. On a des paysans, non des agriculteurs, non des hommes d'affaires. Alors que c'est ce qu'il faut faire et c'est ce que nous sommes en train aujourd'hui de lancer, justement avec notre politique agricole. Mais apparemment, Pierre Ahmed Ba, vous n'êtes pas dans le bon Sénégal, hein? Non, mais vous avez le droit de dire que je ne suis pas dans le bon Sénégal. Mais comme je dis tout à l'heure, un pays qui se porte bien, c'est un pays qui fait de la plus-value et qui ne fait pas des pertes. Ça, au moins, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Que ce soit le secteur industriel qui doit jouir d'un bon environnement, organisé par l'État, si tant est que nous sommes dans un régime libéral, ne s'en sort pas pour la bonne et simple raison qu'il est en train de dire qu'on a eu des pertes parce qu'il y a eu le nouveau code général des impôts et qu'on a abandonné des impôts et tout. Mais en fait, en réalité, voici ce qui se passe. Ce nouveau code général des impôts a chassé toutes les grandes entreprises parce qu'il n'est pas bon. Il a été motivé que par des soucis budgétaires, mais pas pour organiser et pour permettre aux investisseurs de pouvoir trouver un cadre propice à l'investissement, parce que qui investit veut faire des bénéfices, mais au Sénégal aujourd'hui on vous dit que si vous avez maille à pâtir avec la justice, avec les impôts, il faudrait consigner. D'abord, avant de pouvoir espérer la justice, etc. Il y a les legs du régime libéral. Je ne peux pas comprendre. Vous savez, l'État, c'est une continuité. On ne le dira jamais assez. Je ne peux pas comprendre qu'il y ait une explication policière de l'histoire comme ça pour jeter tout sur le dos de l'ancien régime. Je pense que quand ils ont pris le pouvoir, il fallait avoir des orientations réalistes. Ils n'ont pas eu ces orientations réalistes. Ils ne sont pas réalistes. Ils ont parlé de 500 000 emplois dans un pays où il y a 16 millions d'habitants, il y a moins de 200 000 agents de l'administration. On nous parle de créer 500 000 emplois. C'est pas réaliste. Ils nous disent qu'ils vont créer de la plus-value, ils vont développer le Sénégal. Ils nous disent que l'agriculture va être leur fer de lance. Mais en réalité, si vous voulez développer l'agriculture, commencez d'abord par créer des lycées agricoles. Déjà. Il faut que nous formions les Sénégalais aux techniques et aux métiers de l'agriculture. Nous ne pouvons pas, avec une agriculture féodale, avec des techniques agricoles féodales, développer une agriculture et la rendre compétitive par rapport à d'autres pays dont l'agriculture est hyper motorisée, industrialisée. Donc ce que je dis par là, c'est pas le problème n'est pas d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Nous voulons tous le développement du Sénégal, c'est les approches qui diffèrent. Moi je dis tout simplement qu'il faut des approches réalistes. Vous savez, au Sénégal, on vote un budget qui avoisine 2500 milliards ou plus. Tout le monde applaudit. Mais les recettes du Sénégal font 1700 milliards. Donc nous avons déjà, au 1er janvier 2014, un gap de 800 milliards à combler sur notre budget. Alors comment soit on va aller mendier, soit on va aller s'endetter. C'est pas réaliste. De deux choses l'une. Soit on met en place les mécanismes qui nous permettent d'augmenter nos recettes et de pouvoir prendre en charge notre budget, ou alors on procède à des réformes. Nous attendions des réformes. Dans quel pays au monde vous allez voir un agent gagner 25 000 euros, 14 millions de francs CFA, dans un pays comme le Sénégal? Un agent? Oui. Le président du conseil de la RTP va gagner 14 millions. Ah bon? Un instant, s'il vous plaît. Un instant. C'est pas pour viser la personne, c'est pas cela qui m'intéresse. C'est un scandale. Au Sénégal, aujourd'hui, si nous voulons faire des réformes, il faut qu'on arrive à baisser les dépenses de l'État afin que nos recettes puissent nous permettre de vivre convenablement et de prendre en charge les dépenses de l'État. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ça manque de réalisme. On nous dit on va développer l'agriculture comme ça. On va développer l'agriculture. C'est pas réaliste. On nous dit qu'on va développer l'agro-business. Mais combien de Sénégalais savent faire de l'agro-business au Sénégal? C'est pas normal. Nous avons 1700 km de côte sur l'océan le plus poissonneux au monde. On n'a même pas d'école de pêche. Ah si, il y a une école de pêche, je sais pas. Il y a une école sous-régionale qui forme des capitaines de pêche. Je dis que nous n'avons pas d'école de pêche, d'école de formation au métier de la pêche. Il ne suffit pas d'être capitaine de bateau pour faire de la pêche. Je suis désolé. Aujourd'hui, la mer est là, mais personne ne peut s'en servir. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas outillé, parce qu'on en a fait une affaire communautaire. À
alors qu'on pouvait en faire une industrie. On peut former les Sénégalais à exploiter la mer, etc., etc. Ce qui nous manque, c'est le réalisme économique. Et ce ne sont pas ces lois qui passent à l'Assemblée nationale, qui sont plutôt motivées par une vision électoraliste du système, qui vont changer les choses. Absolument. Alors, docteur Kane. Oui, Fabrice, juste revenir sur une chose, il a parlé des dépenses, il a parlé également du salaire du DG de la RTP, mais il oublie une chose, quand le président Macky Sall a pris le pouvoir, il y a eu quelques mesures quand même salutaires qu'il a eu à lancer. Le cumul des fonctions, ça n'existe plus au Sénégal. Et comme par hasard, la France vient aujourd'hui, n'est-ce pas, de faire la même loi. Ça veut dire que c'était salutaire. Les salaires des DG étaient de 15 à 20 millions. Aujourd'hui, il les a tous ramenés à 5 millions. Donc les salaires dont il parle, je ne sais pas sous quel régime il parle. C'est pourquoi je vois aujourd'hui un milliard d'incohérences dans ce qu'il dit. Quand il parle de salaire de 15 millions, le salaire de la RTP, c'était effectivement de 14 millions. Maintenant, les DG touchent 5 millions. Ça, c'est évident. Les ministres qui voyageaient en classe et restaient une semaine, 2 semaines à l'étranger, c'est fini ça. Ça, c'est une loi qui a été votée, je ne sais pas, c'est une directive qu'il a eu à lancer depuis. Les dépenses de l'État, les factures téléphoniques qui étaient de 8 milliards aujourd'hui, nous avons fait des économies aujourd'hui de plusieurs milliards, rien que sur la facture. Les dépenses de l'État concernant l'eau également, c'était la même chose. Les maisons subventionnées, il vient de supprimer cela. Donc les dépenses de l'État dont il parle, c'est pourquoi je dis souvent, moi je suis en décalage un peu avec ce qu'il dit, parce que j'ai comme l'impression aujourd'hui qu'il parle au régime libéral, parce que c'est ce que nous avons trouvé ici, et c'est ce que nous avons, je ne sais pas s'il s'est trompé de régime ou de... Il se met à... Je ne sais pas, parce que je ne sais pas s'il s'est trompé de régime ou d'époque, mais tout ce qu'il est en train de dire, c'est ce qui existait et que nous avons enlevé aujourd'hui au niveau de notre politique, n'est-ce pas? Et je prends le cas aujourd'hui des entreprises. Il me dit qu'il y a des entreprises étrangères ou multinationales qui font. Je pense qu'il n'a pas consulté aujourd'hui les rapports de l'APIX. Les rapports de l'APIX, les entreprises continuent aujourd'hui à s'inscrire, les entreprises continuent à être créées au Sénégal parce que l'environnement est là. N'est-ce pas? L'environnement politique, l'environnement économique et le reste est là. N'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a une politique d'accompagnement, n'est-ce pas, qui a été lancée auprès de ces entreprises. On a le FONGIP, n'est-ce pas, qui existe. On a le FONGIS également qui existe, qui a été lancé. Donc tout cela, en fait, ça a été fait pour justement accompagner ces entreprises-là. Et comme je l'ai dit, une réforme, un État, vous ne pouvez pas venir trouver un État en une mixed time et vouloir tout changer. Il y a d'abord la loi, il y a d'abord les institutions, il y a d'abord tout le reste. Parce qu'un État, mettre les formes, mais on a mis les formes tout en avançant également sur les aspects pratiques. Parce que moi, je vais donner des exemples concrets aujourd'hui qui existent. Tout ce que nous avons eu à réaliser, je crois que c'est aux Sénégalais de juger. Dire qu'aujourd'hui, diminuer, n'est-ce pas, l'impôt, que c'est un acte politique, n'oubliez pas que pendant 5 ans, il a brandi. N'est-ce pas? Il l'a brandi pendant 5 ans, il ne l'a jamais fait. Macky Sall, il arrive en 1 an, il diminue les salaires. N'est-ce pas? La baisse du loyer. N'oubliez pas que c'est une commission qui a été dirigée par le professeur Iba Der Thiam. Et pendant 5 ans aussi, il courait derrière le président Wade pour le valider. Macky Sall, en 1 an, il arrive, il valide. Donc aujourd'hui, nous parler quand même d'actes politiques. Moi, je crois qu'aujourd'hui, un acte, il peut être politique, mais quand même, les populations, ils gagnent. N'est-ce pas? Il est là pour gérer, il a eu à faire des réalisations, il faut, n'est-ce pas, reconnaître d'abord ses réalisations, et nous sommes dans un État, et nous sommes ouverts. Nous ne sommes pas le régime libéral, nous ne sommes pas hautains, nous ne sommes pas égaux, nous ne manquons pas d'humilité. Aujourd'hui, on s'ouvre à toutes les bonnes volontés qui ont de bonnes idées, qui veulent aujourd'hui le développement du Sénégal, c'est pour ça que nous sommes là. Absolument. Donc, on va essayer d'avancer un peu avant que vous vouliez ajouter quelque chose. Non mais en fait, je me trompe d'époque, je me trompe de régime, ben, il est libre de le dire, mais en réalité ce que je dis, il me donne des chiffres de l'APIX. Ce que je dis est très clair. Nous avons une agence nationale de la démographie et de la statistique. Nous avons une direction des prévisions et des études économiques qui publie tous les 3 mois l'état du Sénégal, l'état économique du Sénégal. Alors qu'ils ne viennent pas me parler de l'APIX. Je dis les derniers chiffres, je les ai cités. D'abord, les prix à la consommation ont augmenté de 1,4%. Il me dit qu'on a baissé les prix à la consommation. Non mais je suis désolé. Ou alors nos économistes se trompent, ou je pense qu'il n'a pas eu le temps de consulter ces documents-là. Et je pense que quand on gouverne un pays, il faut qu'on se base sur des chiffres. Il faut qu'on se base sur des chiffres. Ce n'est pas parce qu'on a mis une action ici, on en a mis une autre ici, on a rabaissé ici, on a augmenté ici, on a pris de la main gauche pour donner de la main droite, que tout semble normal. Vous en avez fait, c'est bien, j'applaudis, c'est pas assez. Voilà, je suis d'accord. Effectivement, quand tu dis ça, c'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit aujourd'hui, je suis d'accord de dire c'est pas assez. Donc, ne dites pas que le Sénégal se porte bien. Non, je suis désolé, Fabrice, le fait de dire que par exemple c'est pas assez,
de toute façon, la réussite, c'est pas une destination. Aujourd'hui, quand on gère une structure ou un État, et se dire que moi, ma destination, c'est le point T, ça veut dire que vous vous trompez, c'est un processus, ça ne s'arrête pas. Alors, nous avons fait notre part de responsabilité. Aujourd'hui, vous êtes observateur. Les denrées, la baisse des denrées de première nécessité, c'est pas moi qui l'ai inventé. N'est-ce pas? On peut me dire que c'est pas assez d'accord de rajouter. On est d'accord et on travaille pour ça. Le sucre a été diminué depuis que nous sommes là. Personne ne peut le contredire. N'est-ce pas? L'huile, même chose. Le riz, même chose également. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, quand je donne des éléments, moi je ne parle pas des éléments macro, moi je parle au Sénégalais lambda, qui est là, qui va au marché, qui voit. Maintenant, si nous disent que c'est pas suffisant, on est justement en train de travailler. Mais justement, la question, vous avez diminué le sucre. Quel sucre? Vous avez diminué le riz. Quel riz? Vous demandez en réalité aux Sénégalais de vivre comme des moins que rien et de se servir de ce dont ils ne se sont jamais servis. Vous avez refusé de diminuer le riz de très bonne qualité pour diminuer un riz de très mauvaise qualité. Et on nous dit que nous avons diminué le riz. En réalité, voici ce qui se passe. Vous faites semblant. Vous faites semblant de tenir vos promesses. Vous faites semblant de travailler. Vous faites semblant de changer les choses. Vous faites semblant de réformer. Mais en réalité, il n'y a rien dans le fond qui a changé. Dans la forme, on nous montre ceci, on nous montre cela. Mais dans le fond, le Sénégal est resté à l'état où il en était, si ce n'est pire. Ah bon? Fabrice, diminution, vous parlez de diminution. Il a dit qu'il y a eu diminution sur tel élément. L'essentiel, c'est qu'il y a eu diminution. Maintenant, pour qui est-ce que vous diminuez quelque chose ça sert à quoi? Ce sont les réalités. Vous prenez l'électricité, il y a une subvention de 27 milliards, n'est-ce pas, sur l'électricité. Sinon, l'électricité n'allait pas avoir ce coût-là. Moi, je vous parle aujourd'hui de la question. Est-ce qu'on paye l'électricité moins cher? La question, c'est est-ce que nous payons l'électricité plus cher ou moins cher? C'est pas la subvention à l'électricité qui compte. Ce qui compte, c'est ce que nous déboursons à la fin du mois. Est-ce que ça a baissé ou est-ce que ça a augmenté? En réalité, ça a augmenté. Si on subventionne naturellement, ça doit baisser, monsieur Bakamel. Non, malheureusement. Malheureusement, non. Parce qu'il faut savoir dans quel régime on se situe. Soit on est dans un régime socialiste, soit on est dans un régime libéral. On a donné de l'argent à la SAR et à la Sénélec pour leur permettre de faire face à leurs dépenses qu'ils n'arrivaient plus à gérer. Mais cela ne veut pas dire qu'on a payé une partie des factures des Sénégalais. Attention, quand on dit qu'on a subventionné, c'est là où se trouve la nuance. En réalité, nous payons l'électricité plus chère. Donc, même si nous avons l'électricité à flot, et j'applaudis pour cela, parce que les coupures d'électricité, c'est vraiment une perte économique considérable. Merci. Le Sénégal n'est pas compétitif dans la mesure où l'électricité coûte trop cher. Une industrie qui paye l'électricité trop cher va nous donner des produits qui coûtent trop cher et ne sera pas compétitif sur le marché international. C'est ce qui fait que les exportations, cette année, ont diminué de 1,7%. D'accord. Je donne l'explication. Ne nous dites pas que le Sénégal se porte très bien, s'il vous plaît. Et l'humilité de reconnaître qu'en réalité, tout va mal. Alors, docteur Abdourahmane Kane, allez-y. Juste une précision, quand on parle des exportations, mais les exportations, c'est pour aller où? C'est pour aller en Europe, aux États-Unis, et tout le monde aujourd'hui, pour aller le climat, n'est-ce pas, économique, mondial. C'est la crise. Vous prenez aujourd'hui l'Europe, c'est 7 pays qui sont pratiquement en crise, pour ne pas dire en faillite. Donc, exporter où? Donc, c'est tout à fait normal. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, ce dont il est en train de parler, il ne lie pas à l'environnement international. Je prends le cas des subventions. Dire que sans les subventions, le prix allait augmenter. Donc, quand tu subventionnes, le prix baisse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas un prix aujourd'hui normal. Ce prix qu'on est en train de payer, on le paye parce que tout simplement, il y a eu cette subvention. On enlève cette subvention-là, vous allez voir que souvent, voilà, nous passons à notre premier sujet, c'était juste une mise en bouche, mais très intéressante. Mais nous passons à notre premier sujet, il s'agit de l'affaire Aïda Diong. Je vous propose d'abord de suivre l'élément de Moustapha Ndoye sur la conférence de presse des avocats de Madame Aïda Diong. Le procureur de la République n'avait pas le droit de violer le secret de l'instruction. La défense d'Aïda Diong sur le pied de guerre. Le procureur de la République, selon elle, a opéré dans l'illégalité. Comme vous le savez, quand il y a saisine du juge d'instruction par un réquisitoire introductif du procureur de la République, ce procureur devient une partie au procès comme l'inculpé ou les inculpés. Une première au Sénégal, les avocats en charge du dossier d'Aïda Diong vont plus loin dans leur argumentaire. Pourquoi le procureur a violé le secret de l'instruction? Il pointe du doigt la primature. On veut se crédibiliser aux yeux de l'opinion, chercher une force auprès de l'opinion pour se
maintenir à son poste. Parce que les petits esprits diront, ah oui, Madame le Premier ministre a tellement bien travaillé qu'elle a mis à la disposition du pays un pactole de 47 milliards. Les avocats d'Aïda Diong précisent qu'ils vont porter plainte contre Bassirou Gueye, procureur de la République, qui a violé allègrement le secret de l'instruction. Ces derniers même disent que sa démarche a été condamnée par l'Union des magistrats du Sénégal. Moustapha Ndoye, merci. Alors, Dr Abdourahmane Kane, votre réaction par rapport à cette position des avocats? Je crois que l'affaire Aïda Diong aujourd'hui, c'est un processus. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, la première des choses que nous avons eu à promettre au peuple sénégalais, c'était la bonne gouvernance. Et je l'ai dit aujourd'hui, le peuple sénégalais, le Sénégal en tant que tel, n'a jamais été pauvre, il a été appauvri. Par les anciens régimes qui sont passés et surtout par le président Wade. On a vu tous les scandales aujourd'hui qui sont passés au Sénégal. Les gens ont pillé, n'est-ce pas, les deniers publics. Les gens ont dépensé comme ils voulaient, n'est-ce pas, avec des jets privés qui nous coûtaient 12 milliards, avec une facture téléphonique de 8 milliards, etc. Avec des gens également qui avaient un train de vie qui était immense, énorme, location de bateaux, location de ceci, des villages qu'ils ont eu à prévoir, qu'ils n'ont jamais livré, n'est-ce pas, pendant que le monde rural était dans l'abîme, pendant que les gens étaient dans les inondations, on a parlé de plan Diahaï, et les gens qui se partagent plus de 5 milliards dans des produits phytosanitaires, etc., etc. Donc quand nous sommes arrivés, quand même, la première des choses, n'est-ce pas, que nous avons voulu régler, justement, c'était ce problème-là de bonne gouvernance. Parce que tout le monde le sait, si les pays européens aujourd'hui se sont développés, parce qu'aucun ministre, n'est-ce pas, ne touche aux deniers publics. Et malheureusement, en Afrique, c'est ce qui existe à travers toute l'Afrique, ce qui existe également au Sénégal. Et on s'est dit que tant que nous ne réglerons pas ce problème-là de bonne gouvernance, ça n'allait pas. Ça n'ira pas pour le Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé cette politique, n'est-ce pas, d'assainissement des finances publiques. Éventuellement, tous les gros bonnets qui ont eu à gérer des dossiers financiers, nous avons eu à faire des enquêtes, n'est-ce pas, sur eux. Donc la majorité, aujourd'hui, vous prenez l'Afrique, c'est une première de voir, n'est-ce pas, autant de dignitaires, n'est-ce pas, d'une république antérieure, aller en prison pour des histoires de malversation. Et il y a eu beaucoup d'échos, il y a eu beaucoup de remous par rapport à l'affaire Karim, par rapport à d'autres affaires, etc. Mais ce que les gens oublient aujourd'hui, nous sommes dans un état de droit. Un procureur ou un juge d'instruction ne peut pas lancer aujourd'hui une procédure et que cela se termine du jour au lendemain. Les gens ont parlé de certaines personnes qui sont en prison, je prends le cas de Karim Wade, mais il ne faut pas personnaliser parce que nous sommes dans un état de droit. La première des choses que nous avons eu à dire après notre accession au pouvoir, c'est qu'aujourd'hui, tous les citoyens, n'est-ce pas, sont égaux devant la loi. Et vous allez en prison, vous verrez quelqu'un qui a volé un vélo, qui a volé un peu d'argent ou un paquet de cigarettes, qui est en prison. On a vu également en prison des gens qui sont là-bas depuis 5 ans qui n'ont pas encore été jugés. Et parfois même dans les journaux, vous relatez des cas de quelqu'un qui avait fait 7 ans en prison, on le juge, finalement il est condamné pour 3 ans, il perd 4 ans de sa vie. Donc c'est tout un système à réformer et non pas, n'est-ce pas, faire focus, n'est-ce pas, sur une personne, parce que seulement on considère qu'il est supérieur aux autres Sénégalais. Maintenant, pour le cas d'Aïda Diong, je crois que ça a été un processus. C'est une dame, effectivement, qui a fait de la politique, qui a eu à gérer des affaires, et malencontreuse en tant que privé, c'est cela d'ailleurs la question de l'éthique. Parce que quand on est dans un gouvernement, je ne peux pas concevoir être dans le gouvernement et en même temps aussi dans l'État et en même temps aussi gagner des marchés. Et quand vous prenez aujourd'hui l'instruction de 2007 à 2011, elle a raflé tous les marchés du plan Diahaï et de l'assainissement. Tous les marchés. Avec 5 sociétés qui faisaient pratiquement la même chose. Avec des sociétés fictives qui, c'était au nom de quelqu'un d'autre, mais quand vous allez à la banque, c'était une procuration de signature. Donc des sociétés qui appartenaient à Aïda Diong. Et ça, pendant 2007, elle a gagné tous les marchés, je dis bien. Et on veut nous faire croire que de 2007 à 2012, ce qui n'était pas d'ailleurs, comme je l'ai dit, normal, parce que c'était des marchés fictifs, c'était des marchés de gré à gré, ça tout le monde l'a reconnu, et je crois que son avocat l'a enfoncé d'ailleurs en faisant état de tous ces marchés-là, mais on a vu aujourd'hui des hommes d'affaires qui évoluent au Sénégal depuis plus de 20 ans, qui n'ont pas eu cette somme d'argent, 47 milliards. Mais est-ce que l'argent l'appartient? Parce qu'il y a un débat. Oui, mais on va y revenir tout à l'heure. Mais je reviens d'abord sur ce que les avocats ont eu à dire en parlant de secret de l'instruction. Ça, c'est faux. Il n'y a pas de secret de l'instruction. Parce que dans le cas Aïda Diong, je l'ai toujours dit, c'est 2 dossiers différents. Il y a eu le dossier, n'est-ce pas, pour vol, détournement de deniers publics, avec le cas du plan Diahaï qui était de 77 milliards, plan Diahaï et les produits phytosanitaires. Ça, c'était un cas, pour ça, elle était en prison. Les gens ont continué, n'est-ce pas, les enquêtes, et c'est là où maintenant il y a eu un dossier maintenant qui sera reversé au niveau de la CREI, ce qui est différent. Parce que là-bas, c'était détournement de deniers publics. L'enquête continue, on trouve encore un autre dossier qui n'était pas encore en instruction.
Et ça, il faut le préciser. C'est un dossier qui est en instruction pour lequel, effectivement, le procureur n'a pas le droit de se prononcer. Mais là, c'est un nouveau dossier qui est sorti, qui sera reversé au niveau maintenant de la CREI, parce que ça, c'est de l'enrichissement illicite. Ça veut dire quoi? On ne l'a pas accusé, on n'a pas dit qu'elle avait volé. On a dit qu'on a trouvé sur elle de manière vraiment légale, on a eu à faire des perquisitions, on a trouvé une somme d'argent additionnelle qui fait 47 milliards. Maintenant, au moment où je vous parle, effectivement, c'est à elle de justifier que cet argent-là est légal. Maintenant, si elle justifie, il n'y a pas de souci. Mais oui, les avocats disent que les coffres ne l'appartiennent pas. Oui, mais Fabrice, je vous dis, vous savez, les Sénégalais aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a le coffre 115. Les Sénégalais, le régime libéral a toujours pris les Sénégalais pour de moins que rien. Parce que s'ils disent aujourd'hui que ça appartient à d'autres personnes, ça veut dire que ce n'est plus le problème du régime, c'est un problème bancaire. Parce qu'aujourd'hui, quand vous arrivez dans une banque, vous faites une perquisition, vous avez un mandat, mais on ne vous ouvre pas le coffre qui appartient à Fabrice ou à M. Khan. C'est ça le souci. C'est pourquoi je dis souvent, lancer certains arguments, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est la banque qui ouvre le compte, on arrive avec un mandat de perquisition, on dit voilà, on veut tel dossier, et si ça n'appartient pas à la personne, l'État ne l'ouvre pas. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est un faux débat. L'essentiel, ce qu'il doit faire aujourd'hui, c'est de justifier cette somme d'argent. Et vous l'avez dit tout à l'heure, 47 milliards, ces 47 milliards ne peuvent pas appartenir exclusivement à Aïda Ndiongue. C'est la raison pour laquelle, dans une autre émission, j'avais dit que c'est en réalité un club d'Ali Baba et les 40 voleurs. Donc c'est une organisation, n'est-ce pas, de malversation bien organisée qui ont eu quand même à se partager. Parce que quand vous prenez le cas d'Aïda Ndiongue, le dossier phytosanitaire, le dossier Pandiaï, on sait qu'il était derrière. Donc tout ça, c'est passé de Massa, de M. Massa. Si vous le dites. Ah non, je vous pose la question. Non, si vous le dites. Ça, tout le monde le sait. C'est lui qui était ministre. Donc les produits phytosanitaires, si on tout le marché, ce qui n'est pas normal du point de vue moral, du point de vue éthique, on ne peut pas être dans le gouvernement, être dans le régime libéral, créer des sociétés fictives comme on l'a vu d'ailleurs au niveau de l'aéroport. On crée une société le lundi et le mardi, la société gagne un marché de 6 à 8 milliards. Ce qui n'est pas normal. Ça, c'est du vol. Mais qu'on le dise ou pas. C'est du vol. D'abord, moi, je serais un peu plus nuancé que tout cela, parce qu'à l'entendre parler, on dirait qu'il a déjà fait le procès et qu'il est convaincu qu'il s'agit de vol. D'abord, la première chose, c'est que je pense que quand le procureur fait une perquisition ou saisit des biens, vous savez, un coffre n'est pas un compte bancaire. Le coffre, vous disposez de votre coffre, vous y mettez ce que vous voulez. Il y a une disposition de la loi qui dit possession vos titres. Mais je pense que l'intelligence aurait voulu qu'on entende d'abord Aïda Ndiongue pour lui demander est-ce que ce qu'on a trouvé dans les coffres lui appartiennent effectivement. Ce qui n'a pas été fait. Ils ont trouvé, ils ont estimé, ils sont venus dire aux Sénégalais qu'il y en a trouvé 47 milliards. Non, c'est pas c'est le procureur de la République. Oui, vous savez, le procureur ne travaille pas seul. Je suis désolé, encore une fois, on en a parlé ici plusieurs fois. C'est la 5e fois que je viens sur ce plateau. Au moins les 4 fois, nous avons parlé de biens mal acquis. Et je vous ai toujours dit que le procureur n'est pas libre et indépendant dans la mesure où il a des supérieurs. Et son supérieur direct a un supérieur. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que cette indépendance de la justice dont on parle, elle ne peut être que circonscrite dans les limites des orientations politiques définies par le chef de l'État. C'est mon point de vue. Alors, prendre quelqu'un et le mettre en prison, l'accuser de vol, c'est déjà humiliant. Mais par-dessus tout, venir étaler sur la place publique ces avoirs qui sont supposés lui appartenir parce qu'on n'en a pas encore la preuve, c'est encore enfoncer la personne. Et je ne trouve pas ça normal. Je trouve ça vraiment regrettable. Voici une femme qui a travaillé. Tout se passe aujourd'hui comme si cette femme n'a jamais travaillé de sa vie. Tout se passe comme si tout ce qu'elle a eu, elle ne l'a eu que sous le régime libéral. Alors qu'on entend parler de cette personne depuis les années 80. Le régime libéral a duré 12 ans. Elle n'a rejoint le régime libéral que tardivement. Et on veut nous dire que pendant les 30 années où elle a travaillé, elle n'a rien gagné. On veut nous dire que tout ce qu'elle a eu, elle l'a eu sous ce temps-là. Non seulement j'ai du mal, non seulement, vous savez, je me méfie de l'arithmétique. Nous sommes dans le monde des affaires. Ce n'est que le premier milliard qui est difficile à avoir. Le reste, c'est une question d'arithmétique. Entourez-vous de 3 pauvres, vous serez bientôt le 4e. Si vous entourez de 3 riches, vous serez bientôt le 4e. Donc je pense en réalité que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est en train de jeter l'anathème sur une dame de valeur, parce qu'elle a eu le temps de nous le montrer,
Ça fait 30 ans qu'elle est aux affaires, jamais on n'a entendu parler d'elle. Et aujourd'hui, on vient nous dire que c'est une piètre voleuse. Je trouve que ce n'est pas le rôle du procureur. Le rôle du procureur, c'est d'instruire de manière impartiale en tant que le procureur représente la population sénégalaise. Le procureur nous représente. Celui qui nous représente, c'est le procureur de la République. Quand le procureur se livre à un exercice de communication, il doit faire attention. Mais je trouve que les commentaires ont été superflus parce que je suis tenté de vous dire, si 45 milliards, 47 milliards nous font vivre pendant 3 jours, 8 milliards nous feraient vivre pendant combien de temps? Pendant combien de temps? C'est une simple règle de 3. Donc je trouve que c'est pas le fond du débat. Quand quelqu'un se permet de dire que le président Abdoulaye Wade a contribué à sa fortune, il fait une déclaration de patrimoine et qu'il poursuit ceux qui, comme lui, disent encore que le président Abdoulaye a contribué à leur fortune. Si on estime que cette fortune est illicite, toutes les fortunes doivent être illicites. C'est aussi simple que ça, c'est une question de logique. Alors la démarche, elle est logique. Fabrice, je tiens à préciser une chose d'abord. Le procureur n'a jamais accusé Aïda Diong. Et il a dit d'ailleurs lors de sa conférence de presse, n'est-ce pas, Aïda Diong bénéficie toujours de la présomption d'innocence. Lui n'a fait qu'exposer les faits. Pourquoi s'est-il empressé de le faire? Il fallait l'écouter d'abord. Non, mais il fallait l'entendre. Il ne faut pas dire une chose et son contraire. Tout à l'heure, dans ses propos, il a carrément dit dans ses propos que toute cette fortune ne peut pas appartenir à Aïda Diong et c'est Alibaba et les 40 voleurs. Il l'a dit. C'est lui qui l'a dit, je n'ai pas inventé. D'accord. Il l'a dit. Mais alors, si lui se permet de venir sur le plateau aujourd'hui et d'accuser une personne qui est en prison, de surcroît, l'instruction est en cours, de surcroît, on ne l'a pas encore présenté devant le juge, il faut qu'il me dise où est-ce qu'il puise ces informations. Voilà, laissez-le, il va vous le dire. J'ai la courtoisie de vous écouter quand vous avez la parole. Non, mais je ne suis pas du tout courtois quand il s'agit de Galimacha. Il s'agit de Galimacha et là-dessus, je ne peux pas être courtois parce qu'une femme qui a la 60aine d'années, nous sommes au Sénégal, nous avons nos valeurs. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, cette femme, elle a des enfants, elle a un mari, elle a des parents. Vous ne pouvez pas aujourd'hui venir l'accuser de vol devant 100 000 auditeurs ou téléspectateurs. D'accord. Je trouve ça pas du tout courtois. Ne me demandez surtout pas d'être courtois. Alors, Pierre Ahmed Ba, je crois quand même qu'on s'écoute. Hein. Vous avez eu votre temps de parole. Et permettez au docteur Abdourahmane Khan quand même de s'exprimer. C'est la moindre des choses. Je vous en prie. Donc je disais tout à l'heure que le procureur n'a jamais accusé Aïda Diong. Il a d'ailleurs dit qu'elle bénéficie de la présomption d'innocence. Et la confusion qu'il y a également quand on parle d'instruction, ils oublient que sur le dossier, par rapport au dossier d'Aïda Diong, il y a 2 dossiers différents. Il y a le dossier où vraiment c'est un détournement, n'est-ce pas? Il a été accusé de détournement, n'est-ce pas? Ça c'est un fait du procureur qu'il a accusé de détournement. 5 milliards, 77 milliards au total pour le plan Djahaï et les produits phytosanitaires. Maintenant, le dossier dont on parle n'est pas encore en instruction, c'est le procureur qui a fait son enquête, il a rendu compte comme il en a le droit. Maintenant, ça passe en instruction et à partir de ce moment maintenant, on verra s'il va se prononcer ou pas. Donc ça, c'est une réalité. Donc il ne faut pas confondre les 2 dossiers, c'est 2 choses différentes. Maintenant, me parler de quelqu'un qui a eu, je ne sais pas, à gérer des entreprises pendant... Aujourd'hui, je suis dans le milieu économique, je n'ai jamais vu d'enseigne à ce nom de Koumba, je ne sais pas quoi, 5 entreprises. Sur les 5 entreprises, on ne les a jamais vues. Et le fait de parler d'entreprises fictives également, ça c'est un fait avéré. Pourquoi je dis avéré qui a été développé par le procureur? Parce que ce sont des sociétés dont, n'est-ce pas, ce sont des prêtements qui sont derrière, mais la signature bancaire est au nom de la dame pour justement gérer ce qu'on appelle le nerf de la guerre. Donc tout ça sont des faits. Moi je ne m'accuse pas, je dis ce que les procureurs et les instructions ont eu à donner. Et je crois que dans un pays pauvre, où par exemple on fait un appel d'offres international, pour aller, comme il l'a dit tout à l'heure, mendier, entre guillemets, 60 milliards, donc c'est le dernier prêt international que nous avons eu à lancer, 60 milliards. Ça veut dire que l'État sénégalais aujourd'hui lance un appel d'offres pour emprunter 60 milliards. Et pendant ce temps-là, nous avons des personnes, n'est-ce pas, qui aujourd'hui ont eu à gagner autant d'argent qu'ils ne peuvent pas justifier. On n'a pas dit qu'elle ne l'a pas gagné honnêtement. Nous sommes des économistes, lui, bon, il est anthropologue, moi je suis sociologue, mais je suis également gestionnaire, n'est-ce pas? J'ai fait des études de gestion et aujourd'hui, quand on calcule les marchés qu'on a eu à énumérer,
je suis désolé, ces marchés-là ne peuvent pas vous permettre. Je ne parle pas maintenant de biens entre immobilier, l'entreprise, etc., de biens factices. Je parle d'argent frais qui est là. Ils ne peuvent pas vous permettre de gagner ces 47 milliards. Le coffre-fort c'est ce que je dis. Moi, je me parle de ce que je connais. Pour le cas de Macky Sall, je n'ai pas encore lu. Et comme je le dis, même si c'était le cas, je pense qu'aujourd'hui, les banques ne laisseront pas le procureur ouvrir des comptes qui n'appartiennent pas à la personne. le directeur général. Voilà, très bien. On va le voir. Et de toute façon, la banque n'est pas fautive parce que les coffres, comme on l'a dit, on les loue comme on loue une maison. Ce qu'on met dedans, ça n'engage pas la banque. Maintenant, pour revenir sur les 8 milliards dont il a parlé tout à l'heure en faisant la comparaison avec le président Macky Sall, moi je le dis, moi je ne suis pas un politicien, je suis un homme politique, ce qui est différent. Je ne suis pas là pour X ou pour Y, je suis là pour le Sénégalais. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé. Et ce que j'ai remarqué, c'est mon 3e débat sur l'affaire Aïda Diong, tous les libéraux ont fui les plateaux. Ils ont fui. Je viens de Walfadjri il n'y a même pas 2 jours, ils ont fui les sièges du PDS, il n'y avait personne. On était 2. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est une affaire indéfendable. Ça veut dire même les frères libéraux, en dehors de ce que vous voyez à la télé lors des conférences presse de vos avocats, vous ne verrez jamais, n'est-ce pas, un membre du PDS venir défendre, n'est-ce pas, ce dossier-là. Et quand je suis arrivé d'ailleurs, j'ai été étonné de voir M. Ba parce que je pensais être devant un membre du régime libéral parce que c'est à eux de défendre ce dossier-là. Mais c'est indéfendable. Pour revenir sur le dossier du président Macky Sall, déclaration de patrimoine et reste, moi je dis bien, je suis pour le peuple. Et la CREI que nous avons lancée, le président Abdouf n'a jamais osé lancer la CREI. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était un boomerang. Ça allait se retourner contre lui un jour ou ses amis. Le président Wade, c'est la même chose. Il a trouvé ici la cour, il n'a jamais osé lancer la cour. Et le président Macky Sall, quand il a lancé, n'est-ce pas, la CREI, il savait très bien qu'aujourd'hui c'était un couteau à double tranchant. Ça veut dire quoi? Il n'y a que le peuple sénégalais qui va donner, n'est-ce pas, par rapport à cette cour. Pourquoi? Parce que si nous quittons demain ce pouvoir, dans 5 ans ou dans 10 ans, mais ce que nous avons eu à faire à ces personnes-là, mais ce sera également notre tour. Et le président Macky Sall aujourd'hui, c'est le président, il a eu à faire une déclaration de patrimoine de 8 milliards comme il l'a indiqué, mais le jour où il va quitter, nous serons les premiers à demander à ce qu'il soit audité, si c'est possible. Absolument. Les autres également qui ont dirigé des ministères et qui voient aujourd'hui le cas d'Aïda Diong, qui voient le cas de Karim, qui voient le cas de... C'est une situation. Ça va faire tic dans leur tête en se disant, moi aujourd'hui je suis ministre, demain ce qui arrive à ces personnes-là, ça peut m'arriver. N'est-ce pas? Et je crois qu'aujourd'hui ça c'est une action quand même salutaire parce que quand même ça met le Sénégal sur le droit chemin, ça permet aujourd'hui de gérer les deniers publics, ça permet également à tous les citoyens, n'est-ce pas, à qui on a confié des fonctions de l'État, de savoir qu'aujourd'hui le Sénégal a changé. Le Sénégal a changé parce qu'on ne peut plus avoir un ministère habité Pikine ou Guédiawaye 2 mois, 3 mois après se déplacer sur Almadies, etc. Parce que tout simplement la fonction de ministre ne vous le permet pas. Les 2 millions, 1,5 million que vous gagnez ne vous permet pas d'être après un milliardaire, d'avoir des jets privés, d'avoir des Porsche, etc. Et c'est ce qui s'est toujours passé au Sénégal. Et je crois qu'aujourd'hui toute personne qui est sur la scène politique doit saluer cette action-là. Maintenant, à l'intérieur, la manière de faire, etc. Ça je crois que le procureur, il connaît son domaine. Nous ne sommes pas des spécialistes et une affaire juridique, il faut la laisser continuer jusqu'au bout. Nous ne ferons pas ce qu'eux ils ont fait parce que n'oubliez pas aujourd'hui, on a eu le cas... Je peux continuer? Non, il faut préciser. Non, il faut préciser. Qui eux, il me parle, il me dit, pas ce que eux ils ont fait. Non, je parle du PDS. Ah, d'accord. Je ne connais même pas politicien, je n'ai rien compris. C'est pourquoi je dis, j'ai même été étonné d'avoir un interlocuteur, parce que j'aurais préféré que ça soit le régime libéral. Quand je dis eux, ils ont traîné ici Baratal, qui était l'un des premiers entrepreneurs du Sénégal, qui a fait ses études au Sénégal, qui a pris une entreprise qui appartenait à un Français, qui l'a amené à un niveau jamais égalé, qui était un entrepreneur au Sénégal connu dans la sous-région. Qu'est-ce qu'ils leur ont fait? Non seulement ils l'ont mis en prison, ils ont bloqué aujourd'hui tous ces marchés. Ils ne pouvaient même plus obtenir de marché au Sénégal. Ils l'ont ruiné. Ils l'ont ruiné comme pas possible. Et même quand la personne partait en Gambie ou dans la sous-région pour obtenir un marché, ils appelaient cet état-là, n'est-ce pas, pour mettre la pression pour qu'il n'obtienne pas de marché. Et après, comment ça s'est terminé? Innocent. Et il lui devait 10 milliards de francs CFA ou même plus. Ils ont refusé de lui payer ces 10 milliards-là. Il a gagné un procès, ils lui ont refusé de payer. Vous savez, on est aussi pris par le temps. On aurait parlé peut-être de l'affaire Karim Wade avec la chambre d'accusation qui s'est déclarée incompétente pour l'annulation de la procédure. Ça, c'était une introduction des avocats de M. Karim Wade. Mais nous avons quand même embrayé sur la baisse du prix du loyer, quand même une information qui concerne tout le monde, la baisse du prix du loyer. Et là, quand même, Pierre Ahmed Ba, je vous propose quand même de regarder le reportage de Aïcha Ning. La
La promulgation de la loi sur la baisse de moins de 29% du loyer est chaleureusement accueillie par la population sénégalaise. C'est un plaisir pour nous locataires. Je vais diminuer automatiquement. Cette diminution du loyer permettra de gérer d'autres besoins de la famille. Payer la facture de courant, de l'eau, enfin, comme, je sais pas, comme argent de poche en fait. Manger, qu'est-ce pour vivre seulement et réaliser Takadjaba. Les propriétaires de maisons s'en réjouissent. Certains disent que la location leur permet de survivre, tandis que d'autres demandent à l'État des mesures d'accompagnement. Il fallait aussi que l'État fasse quelque chose pour nous, les propriétaires. Pour nous faire quelque chose veut dire que s'ils pouvaient diminuer les impôts, à part de là-bas, on pourra aussi, nous aussi, aider les autres. De fait que Dieu a fait qu'on a des maisons pour lui, mais on fera quelque chose pour aussi les locataires. La baisse du prix du loyer participe à alléger la souffrance des populations, mais que l'État doit aussi veiller à ce que propriétaires comme locataires ne soient pas lésés. Pierre Ahmedba, votre réaction? Par rapport à la loi sur les loyers, moi je trouve d'abord que, vous savez, une loi, elle doit être impartiale. Traiter tous les Sénégalais sur le même piédestal. Cette loi, à mon avis, est une mauvaise loi, dans la mesure où, dans sa conception même, elle manque de prendre en charge ce principe d'équité des citoyens devant la loi. Aujourd'hui, cette loi va mettre à rude épreuve notre valeur intrinsèque, à savoir notre engagement. Faut-il, et ce qui pose une question ontologique et scientifique, est-ce que la loi est au-dessus des valeurs ou la loi doit-elle être le reflet des valeurs? C'est bien beau de procéder à une diminution du coût des loyers, mais les citoyens ne sont pas égaux devant cette loi-là. Aujourd'hui, vous prenez deux personnes qui gagnent le même salaire, qui n'ont pas les mêmes charges. L'un loue une villa à 300 000, ils ont le même salaire. L'autre loue à 100 000. Ils n'ont pas le même traitement aux yeux de la loi. C'est pas normal. Et cette loi-là risque de nous mettre sur une spirale haussière du prix des loyers, pour la bonne et simple raison que ceux qui louent, en général, sont attributaires de prêts au niveau des banques qui doivent payer avec des échéanciers, des tableaux de remboursement bien définis. Si aujourd'hui il leur faut 100 000 francs, ils loueront plus pour avoir 100 000 francs. Ils loueront plus cher. La loi ne règle pas le problème. Cette loi-là ne règle pas le problème. Et nous verrons dans les jours à venir comment l'application de cette loi va changer la donne. Alors que la simple loi de l'offre et de la demande avait commencé à faire baisser le coût des loyers parce qu'il y avait plus de demandes que d'offres. Alors que nous sommes arrivés à un moment où l'offre est supérieure à la demande. Donc, ça allait suivre le cours normal des choses. Mais venir imposer à un entrepreneur, à quelqu'un qui a investi et qui doit rembourser à une banque de louer à tel ou tel autre prix, s'il y a des gens qui applaudissent, c'est qu'ils ne se rendent pas compte vers où on va. Parce que si j'achète une marchandise à 50 francs, les frais me reviennent à 25 francs, ce qui fait 75 francs. Je dois vendre à 100 francs pour avoir 25 francs de bénéfice. Si l'État me dit non, tu dois vendre à 50 francs, qu'est-ce que je fais? J'augmente mon prix de vente pour tomber sur mon bénéfice. C'est aussi simple que ça. Alors, docteur Fabrice, moi je suis étonné par ces théories intellectuelles en 3D. Parce que tout simplement, moi je le dis, parce que bien trouvé. Mais qu'est-ce qu'une théorie intellectuelle en 3D? Parce que où se trouve la troisième dimension? Comme il a... Où se trouve la troisième dimension? C'est une théorie intellectuelle en 3D. La formulation est magnifique, c'est génial. Encore faudrait-il qu'il nous explique, parce que j'ai bien envie de comprendre ce que c'est avant de le laisser continuer. Parce que si tout ce que j'ai dit là est une théorie en 3D, qui ne répond qu'à une question arithmétique toute simple qu'on apprend à l'école élémentaire, plus de vente égale plus d'achat, plus frais. C'est ce que j'ai dit. Alors, s'il me dit que c'est une théorie en 3D, j'aime bien l'expression, c'est tout à fait. Mais expliquez-moi, s'il vous plaît. Une théorie en 3D, c'est quoi?
Donc, comme il l'a indiqué, je suis en train d'expliquer. D'accord, expliquez-moi ça. Donc, je disais aujourd'hui la baisse des loyers, je crois que tous les Sénégalais, n'est-ce pas, l'ont salué. Et je crois que c'était une demande sociale aussi. Les Sénégalais l'ont demandé, ça a été diminué. Maintenant, qu'il y ait disparité ou pas, je crois que c'est pas là le problème. Le fait est là, ça a été diminué. Chez vous, à la fin de ce mois, vous allez voir que votre loyer a diminué. Pour vous, je dis bien, c'est l'essentiel. Même celui qui gagne 1 million, s'il y a une diminution de 15 000 francs, ça lui permet quand même d'avoir quelques paquets de cigarettes ou l'essence de 15 000. Et je crois que c'est ça l'essentiel. Pour en revenir à ce qu'il vient d'expliquer, du genre les prix des intrants, il ne faut pas oublier que cette loi aussi a des mesures d'accompagnement. Ça aussi, les gens l'oublient. Il y a 40 mesures d'accompagnement de cette loi. Il faut les lire. Allez sur Sénégal, 40 mesures d'accompagnement de cette loi, vous verrez les 40 mesures. Il faut d'abord les lire pour dire, éventuellement, si c'est locataire. Moi, je vais juste, avant de venir à votre émission, j'étais chez un gérant de maison, mais il était en train de calculer la diminution, n'est-ce pas, des prix. N'est-ce pas, qu'il va appliquer au niveau de ses locataires. Donc, c'est un fait. Et quand on parle des intrants, il parlait tout à l'heure de la direction des statistiques. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, au Sénégal, le prix de la location a augmenté de 240%, alors que le prix des intrants de construction n'a augmenté que de 44%. Ça, c'est un. La direction des statistiques a prouvé également que pratiquement plus de 50, voire 60% de ceux qui louent aujourd'hui leur maison n'ont pas fait de prêt, ils l'ont hérité. Ça, c'est une enquête. Ils l'ont hérité. Et la majorité des maisons qui sont louées aujourd'hui, je suis désolé, mais c'est pas un prêt. C'est pas un prêt bancaire, c'est pas un prêt de parce que le prétexte dont on parle souvent, c'est du genre la personne a investi, la personne a donc il y a des réalités qui sont là. Cela n'est pas la bonne. Docteur Abdourahmane Kane, merci d'avoir répondu à notre invitation. Pierre Ahmed Bab, merci également. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro de Tribune Presse.